Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Voici pour vous les titres de ce 25 août 2021. Audience hier entre le chef de l'État et le président du Haut Conseil du dialogue social. Marc-Jean Palma a remis au président Kaboré 2 documents, l'un présentant le rapport général des actions de son institution et l'autre relatif à la création même du Haut Conseil du dialogue social. Hier, toujours, présentation de la nouvelle équipe de la CENI à la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Élisée Ouedraogo, président de l'institution, et les siens, en plus de se présenter, ont demandé la bénédiction de l'organisation religieuse pour un bon mandat. Et puis, réseaux sociaux, nous en parlerons dans ce journal, ou plutôt de l'impact des informations qui y sont véhiculées par certaines personnes. Activistes, semeurs de troubles ou acteurs d'éveil des consciences, suivez ce 13h pour vous faire une idée. Mais tout de suite, direction Kosiam, où le président du Haut Conseil du dialogue social y était il y a de cela 24 heures pour remettre au président du Faso des documents dans lesquels se trouve la synthèse des activités entreprises par son institution, ainsi que l'histoire même de la création de cette dernière. Créée en 2017, le Haut Conseil pour le dialogue social au Burkina a résolu plus d'une crise dans divers domaines. Les détails de cette audience avec Maxime Jean-Eudes de Bambara. À la tête d'une délégation des membres du Haut Conseil du dialogue social, Jean-Marc Palme est venu remettre au président du Faso le rapport général d'activité de son institution. De la sensibilisation au renforcement de capacité de ses membres en passant par le règlement de tensions dans le domaine du travail, de la santé, du transport, entre autres, le Haut Conseil du dialogue social aura mené plusieurs activités depuis sa création jusqu'à l'installation de ses membres en mai 2018. Les crises qui ont été résolues, c'est essentiellement les crises dans le secteur du bâtiment et les crises dans le secteur du transport. C'est là où nous sommes intervenus. Et nous avons pu, apaiser les tensions et même amener, si je prends le cas des transporteurs, les accompagner pour la création de leur fêtière. Nous avons pu donc conduire à bon port ce processus-là. Et nous continuons toujours à suivre parce que la question n'est pas totalement résolue. Il y a encore quelques petites tensions, mais ce n'est pas de notre fait. C'est le fait d'autres acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Donc nous continuons toujours à suivre et je pense que la situation est en bonne voie de résolution. En plus du rapport général d'activité, un fascicule retraçant l'histoire de la création du Haut Conseil du dialogue social a également été remis au chef de l'État. Un document qui, selon Jean-Marc Palme, permet de couper court aux rumeurs selon lesquelles la création de l'institution émanerait du gouvernement. Nous avons également remis au président du Faso un fascicule que nous avons fait concernant la création du Haut Conseil du dialogue social. C'est-à-dire la genèse et comment ça s'est déroulé et quels ont été les principaux acteurs. Parce que il faut couper court à un ensemble de rumeurs qui font croire que c'est le gouvernement qui a décidé de créer l'institution, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tous les acteurs du monde du travail ont pris part à ce processus de création du Haut Conseil. L'historique donc retrace ça et permet à tout un chacun d'avoir des idées claires sur la question. Dès le départ, vous avez suivi un peu comment il y a eu des conférences de presse, des contre-conférences de presse, des accusations de part et d'autre, comme si certains étaient venus pour chercher de l'argent, et alors qu'en réalité, il n'en est rien du tout. Le président du Haut Conseil du dialogue social entend convoquer dans les jours à venir la presse pour partager le contenu du rapport général d'activité de son institution en vue d'une large diffusion. Un peu plus tôt dans la matinée de ce mardi 24 août, le président Kaboré recevait en audience l'ambassadeur de la République de Tunisie au Burkina Faso. Mohamed Kaloun, en fin de mission au pays des hommes intègres, a fait le bilan de ses 4 années de mandat. Arrivé le 17 février 2017 au Burkina Faso, la mission du diplomate tunisien prend fin.
Le mardi 31 août, Mohamed Kaloum est le premier ambassadeur tunisien résident au Burkina Faso. Écoutez-le, il est au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. Ma mission essentielle était d'ouvrir une ambassade résidente ici. Et depuis, on a réalisé beaucoup de choses sur le plan bilatéral, soit sur le plan économique, commercial, soit sur le plan d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle aussi. Même on a remarqué un dynamisme bien accéléré sur le plan d'échange de visites aux responsables des deux pays. On a enregistré surtout la visite du chef du gouvernement, Premier ministre tunisien, ici en 2017, qui a inauguré cette ambassade avec son homologue burkinabé en 2017. Même on a reçu en octobre 2017 une visite officielle du Premier ministre burkinabé à Tunis. On a remarqué un dynamisme sur le plan du secteur privé. On a remarqué que les Tunisiens en général, les opérateurs économiques ont préféré Burkina Faso comme destination privilégiée ici pour faire des projets en partenariat avec leur homologue burkinabé ici dans tous les domaines et surtout dans les domaines des infrastructures et des constructions routières. Alors, j'ai fait comme je viens vous expliquer. On a remarqué que ce bilan est très positif. Même on a l'ambition de renforcer davantage la coopération et surtout j'ai appelé que la commission mixte entre les deux pays, c'est-à-dire la prochaine session, doit tenir le plus tôt possible ici au Burkina Faso, parce que la dernière session a été tenue à Tunis en septembre 2016. Informations sécuritaires et activistes sur les réseaux sociaux, qu'en pensez? Le ministre de la Sécurité, Maxime Koné, au cours d'une session de formation donnée aux hommes de médias et axée sur la cybercriminalité, mettait l'accent sur la recrudescence des cyberactivistes dans un contexte marqué par l'insécurité. Pour lui, les activistes brouillent la communication du gouvernement et sèment la psychose auprès des populations. Sur la question, les avis sont plutôt partagés. Nous avons rencontré quelques activistes. Voici leur avis dans ce reportage de Sanata Siri. Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou WhatsApp, impossible de naviguer une dizaine de minutes sans tomber sur des informations relatives à la situation sécuritaire au Burkina Faso. Le ministre de la Sécurité, lors d'une session de formation sur la cybercriminalité au profit des journalistes, a partagé son indignation relativement à la récurrence et à la persistance des fausses informations publiées. Dans sa déclaration, Maxime Koné pointe du doigt une forme d'intoxication qui, selon lui, tend à prendre le dessus sur la communication officielle, sémant d'ailleurs la psychose. Selon l'activiste Emmanuel Tapsoba, qui est du même avis, certaines formes de communication sur les réseaux sociaux pourraient constituer un grand danger pour la sécurité du pays. Le rôle de certains cyberactivistes, soutient-il, est de s'aimer la psychose au sein des forces de défense et de sécurité, ainsi que des populations. Nous ne devons pas à tout prix publier les informations qui compromettent un peu notre sécurité. Voilà, nous voyons de nos jours des fake news qui pullulent du jour au lendemain, des gens qui donnent la position de nos FDS, souvent qui publient même souvent les victimes blessées ou mortes. Et moi je trouve que ça ne relève pas d'un activiste. Cette opinion ne fait pas l'unanimité au sein des cyberactivistes. Il y en a qui pensent être ainsi dans leur rôle de veille citoyen. Pour Mahamadi Ouedraogo, connu sous le profil Amadi de Gunguin, le plus important est que les populations soient informées illico presto de ce qui se passe. C'est vrai, il y a des conséquences après, voilà, on dit de ne pas le faire, c'est vrai. Mais n'oublions pas aussi que la plupart du temps, quand les activistes balancent des informations, ils ont toujours presque tous raison. Donc aujourd'hui, dire que les activistes créent la psychose, c'est faux. Ce sont les terroristes qui ont déjà installé la psychose. Moi, je ne suis pas d'accord. Les terroristes ont déjà installé une psychose. Et la psychose, là, elle est là. Quand on dit qu'il y a eu attaque, par exemple, il y a eu attaque à Gorgadji, ou je ne sais pas moi, à Yirougou, où on dit qu'il y a eu 20 civils tués, 5 militaires décédés, 3 VDP tombés. Vous pensez que ça plaît aux gens de publier ça? Ça nous plaît?
Ça ne plaît pas, ça ne fait pas honneur à quelqu'un de le publier. Mais on publie parce que ça nous fait mal et on veut que les gens sachent. Pour le journaliste Ladi Bama, très suivi sur la toile, l'activiste n'est pas toujours celui qui donne des fake news, mais celui qui contribue à la bonne information. Hormis les brebis galeuses, poursuit-il, il y en a des crédibles, raison pour laquelle ils sont suivis sur les réseaux sociaux. Et même quand on n'est pas journaliste, on doit se donner la peine quand même avant de balancer une information, de la vérifier quand même, ne serait-ce qu'un tout petit peu. On ne peut pas prendre une information et la balancer sur les réseaux sociaux sans prendre la peine de la vérifier. Quand les autorités pensent que les réseaux sociaux contribuent aussi à dérouter ou bien à désinformer les populations, moi je trouve que ça aussi c'est une fuite en avant. Parce que les populations ne sont pas dupes. Si la population suit un activiste, c'est parce que cet activiste-là, il est quand même sérieux, il publie des informations qui sont sérieuses, qui sont à prendre au sérieux, quand on la suit. Je pense qu'elle doit s'en prendre à elle-même, parce qu'elle aussi, elle font dans le fake news aussi. Et l'actualité récente est assez illustrative à ce niveau. Il y a pas mal de fausses informations que les autorités elles-mêmes ont distillées, et du coup aussi elles sont discréditées. Les populations commencent à douter d'informations qui viennent de l'autorité. Parmi les interrogations majeures, il y a la question de leur source d'information, d'autant plus que celle sécuritaire reste logiquement peu accessible. Quand vous prenez les FDS là, la plupart ce sont des promotions. Vous pensez qu'on a fait l'école, on a fait les bancs avec des soldats. Beaucoup sont de l'armée, beaucoup sont dans l'administration publique, etc. Quand ils sont sur le terrain, quand il y a des trucs qui se passent, mais c'est eux-mêmes qui prennent les renseignements même pour nous renseigner. Donc les sources d'information, c'est exactement, ils font partie des rangs qu'on envoie, les unités qu'on envoie sur le terrain. Même les VDP, vous les prenez. Les VDP, ils ont l'habitude de prendre des images pour les mettre dans les WhatsApp. Et souvent, même quand tu n'es pas dans un groupe et que l'image vient là-bas, tu vois. Et c'est comme ça que les gens ont les informations. L'information peut être vraie. Mais est-ce que publier une information vraie qui va enfreindre la sécurité du pays? Il y a un choix à faire. Et moi, je pense que normalement, nous devons tous ensemble être unis pour dire que oui à l'information, oui à la vraie information, mais la sécurité de notre pays d'abord. Comment une armée sérieuse peut se laisser induire en erreur par de simples publications d'activistes sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas possible. Si notre armée n'a pas de service de renseignement qui puisse la renseigner sur ses opérations et tout ça, et que c'est sur la base des informations sur les réseaux sociaux qu'elle doit fonctionner, je crois qu'il faut avoir peur pour cette armée-là. En rappel, le 21 juin 2019, les députés ont adopté un projet de loi modifiant le code pénal. Un texte qui encadre la diffusion d'informations ou d'images durant les attaques terroristes dans le pays. Si certains ont dénoncé un recul dans l'expression des libertés, le gouvernement soutient que ce projet de loi devrait aider les forces de défense et de sécurité dans leur opération. L'information étant capitale, elle peut aussi servir des intérêts divers. La nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante poursuit sa série de rencontres. Après être passée par Kosiam et reçue par le président du Faso, les commissionnaires élus en fin juillet 2021 se sont rendus hier au siège de la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina. Élisée Ouedraogo y a présenté ses collaborateurs et en retour a pris acte des attentes de la FME qui souhaite une organisation transparente pour les prochaines élections. Abdoulrahim Magnini. Ce sont des échanges à bâtons rompus entre les commissaires de la CENI et les responsables de la Fédération des Églises et Missions évangéliques FME qui donnent le top de départ de la série de visites de la CENI aux structures qui la composent. Cette visite a permis de présenter l'équipe de la CENI à cette structure religieuse et demander son accompagnement pour la réussite de sa mission. Occasion pour Henri Yé, président de la FME, de soumettre ses préoccupations à l'équipe chargée de l'organisation des élections. Nous leur demandons de défendre les intérêts généraux de la nation. Nous leur demandons de travailler de manière à ce que les résultats qui vont sortir au cours donc des processus électoraux qu'ils auront à conduire, que ce soit des résultats transparents, des résultats acceptés de tous. Et nous leur avons demandé de travailler vraiment en équipe. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Élisée Ouedraogo, quant à lui, a exprimé son engagement et celui de son équipe à relever les différents défis. Il s'agit notamment de l'organisation réussie des élections au Burkina Faso. Nous prenons évidemment bonne note et nous, avec l'ensemble des commissaires, nous allons travailler pour que ces attentes-là, dans
la mise en œuvre de l'ensemble des activités que nous aurons à dérouler, ils puissent se retrouver dans ce que nous faisons. Ils puissent retrouver leurs attentes dans ce que nous faisons. Nous travaillons à avoir des concertations avec l'ensemble des mandats, avec l'ensemble des acteurs du processus électoral pour que leurs avis, leur façon de voir les choses, nous puissions en tenir compte évidemment dans le respect des règles qui encadrent l'ensemble des processus électoraux. Le premier responsable de la FEME s'est réjoui de cette démarche. Henri Yé a par ailleurs affirmé la disponibilité de sa structure à accompagner la CENI. Cela à travers des prières et aussi des conseils pour un mandat réussi de cette équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Lancé le 31 juillet dernier, le parti politique Socle citoyen pour la libération ex-Faso Sidroou a tenu une conférence de presse ce mardi 24 août à Ouagadougou. Cette rencontre a eu pour objet de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale à l'entièreté du projet du parti et appeler les citoyens burkinabés à se réinvestir sur le champ politique. Ami Valiant avec la voix de Simon Wissou. La classe et le modèle politique burkinabé ne répondent plus aux besoins des masses populaires et ont besoin de renouvellement. C'est le constat auquel sont parvenus les responsables du parti Socle citoyen pour la libération après une analyse de la situation nationale au cours de cette rencontre avec les hommes de médias. Pour le parti, le pays se trouve actuellement dans une faiblesse totale, d'où la nécessité de rompre avec cette politique. On note une altération généralisée de la situation dans lequel le pays se trouve. C'est notamment la faiblesse, voire l'absence de l'État, l'insécurité, la paupérisation croissante et généralisée, la fracture politique et sociale, une crise humanitaire inédite et l'absence de rêves politiques et d'espérance, notamment l'absence d'espoir qui s'installe de plus en plus. À côté de cela, la déliquescence du système partisan actuel révèle une fin de cycle politique se traduisant par d'anciens acteurs qui prônent pratiquement les mêmes options politiques. C'est pourquoi nous envisageons une rupture politique pour une nouvelle citoyenneté politique basée sur un nouveau système de valeurs. Au cours de ce rendez-vous avec les hommes de médias, le Socle a appelé toutes les forces politiques et les sensibilités citoyennes qui voudraient s'inscrire dans cette ligne de rupture à rejoindre le parti afin de construire un Burkina moderne sur un socle de valeurs endogènes et universelles. À travers donc cette sortie, nous appelons fortement les citoyens, les patriotes à réinvestir le champ politique. Quelle peut être notre analyse de la situation actuelle au Burkina Faso? Pour nous allons directement aux solutions. Notre pays a besoin tout simplement d'une libération. Primo, une libération politique qui consiste tout simplement à substituer tous les anciens acteurs politiques quarantenaires qui monopolisent les institutions et l'État. Et secondo, une libération du joug des intérêts coloniaux qui pèsent sur nos rapports au niveau international et également une libération nationale parce que notre pays aujourd'hui est attaqué et notre pays est envahi. Les conférenciers ont aussi fait savoir que le parti politique Socle tiendra sa rentrée politique en septembre prochain pour donner de façon détaillée son projet pour le développement du Burkina Faso. Ouverture hier de la 7e édition de la formation des formateurs de la gouvernance de l'Internet. Cette rencontre en présentiel et visioconférence a réuni des experts et professionnels des technologies de l'information et de la communication de 18 pays. Ensemble, ils ont partagé leur expérience pour une meilleure exploitation de l'outil Internet dans les pays africains. Fatimata Nikiema vous en parle.
La formation des formateurs de la gouvernance de l'Internet est un cadre d'apprentissage et de partage de vision regroupant des experts professionnels d'éthique. Pour cette édition 2021, les travaux devront permettre aux participants de s'outiller davantage sur les ressources critiques d'Internet, chose qui devra permettre aux pays participants d'assurer leur souveraineté numérique. Donc ce séminaire est extrêmement important. C'est pratiquement le seul grand cadre, en tout cas de formation des ingénieurs, des experts africains capables donc de comprendre et donc de formater et je dirais de formater le fonctionnement de l'Internet et permettre aux États de s'approprier le numérique pour accélérer le développement économique et social. Et pour le président du comité d'organisation de cette 7e édition, Internet est un outil qui touche aujourd'hui tous les secteurs de la vie humaine. Il est donc important, selon lui, d'en faire une priorité au niveau des États africains afin d'exploiter au mieux les avantages qu'il offre. Parce que l'Afrique ne pourra pas occuper sa place dans le XXIe siècle et les siècles qui suivent s'il ne se dote pas des ressources humaines capables de transformer les opportunités et les innovations en des succès qui vont favoriser son développement économique et conduire donc à davantage de souveraineté et de liberté. Pour mémoire, cette formation des formateurs de la gouvernance de l'Internet se tiendra du 24 au 28 août 2021 en hybride. Les travaux prendront fin avec une table ronde qui aura lieu à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Au total, 18 pays participent à ce cadre de partage de connaissances. Nous terminons en vous invitant à découvrir les activités menées par des enfants en situation de handicap mental. Ces activités apprises dans leur centre d'éducation leur permettent d'interagir plus librement avec les autres enfants et dans leur milieu familial. Le centre qui les accompagne a été créé par l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance. Elle œuvre dans la prise en charge des enfants autistes. Reportage signé Mamidriana Kamabou. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental envahissant qui affecte 3 domaines que sont le langage, le comportement et la socialisation. Les troubles sont différents d'une personne à une autre. L'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance œuvre dans le domaine de la prise en charge des enfants en situation de handicap mental. Elle a pour cible les enfants dont l'âge est compris entre 2 et 12 ans. Nous, on travaille 11 mois sur 12 et avec un suivi alterné. Vous vous rendrez compte que tout au plus, les enfants dont l'âge est compris entre 6 à 10 ans, ces enfants tout au plus viennent le matin. Et les enfants dont l'âge est compris entre 2 à 3, 4, 5 ans, ils sont dans les écoles au niveau de la maternelle. L'objectif au niveau de la maternelle, c'est de les permettre de pouvoir booster le déficit relationnel et pouvoir interagir avec les autres enfants. Et tous les soirs, ces enfants sont intégrés au niveau du centre pour un suivi complémentaire. Et actuellement, on a tout au plus de 20 enfants qui sont respectivement dans le système éducatif classique du CP1 au CM1. Et l'année prochaine, je pense qu'on risque d'avoir 3 candidats pour le CP. Cette association a été créée dans l'objectif de venir en aide aux enfants atteints de l'autisme. Un centre de suivi et de prise en charge psycho-éducatif des enfants en situation de handicap mental a été également créé dans ce sens. Le centre, qui a ouvert ses portes en 2011, accueille chaque année des enfants autistes pour se former. D'abord, la prise en charge, c'est quand l'enfant vient, d'abord il y a les échanges qu'on fait avec les parents, à travers des questionnaires pour voir d'abord l'historique de l'enfant, pour voir réellement les différents problèmes au moment de la grossesse, parce que souvent il faut savoir l'information au moment de la grossesse et à la naissance. Et à un certain moment, on échange avec les parents pour voir d'abord à quel moment ils ont constaté d'abord que l'enfant ne parlait pas. Souvent, il y a des moments que les enfants disent papa, maman à l'âge de 2 ans et après ça, ils ne parlent plus. Il faut savoir en un mot l'historique de l'enfant en fait. Et après, on essaie d'évaluer l'enfant à travers notre matériel qu'on appelle le PEI, le PEP, profil psycho-éducatif révisé. À travers ça, on essaie de voir le profil de l'enfant, les points faibles et les points forts de l'enfant. Après, on va élaborer ce qu'on appelle le projet éducatif individualisé pour chaque enfant.
Ce centre est animé par une équipe composée de 6 psychologues et 15 monitrices. Il mène des activités psycho-éducatives, socio-éducatives et pédagogiques. Chaque activité a un objectif bien précis et vise à aider l'enfant à se développer. Au cas par cas, c'est-à-dire un des petits groupes d'enfants en fonction de la problématique constatée sur le terrain et en fonction des objectifs fixés. Et à un certain moment aussi, il y a la partie section pédagogique. Ça, c'est au cas par cas. Pour un enfant qui n'a pas encore la capacité de saisir le bic, lui, il peut partir en pédagogie 1. Quand il commence à faire les gribouillages, quand il commence à tout au plus faire les ronds, même de façon semi-autonome, il passe à un autre niveau supérieur, le niveau intermédiaire. Et quand il commence à développer l'autonomie, quand il commence à acquérir la communication, quand il commence à écrire un mot et qu'il commence à lire, il passe au niveau 2. Ces activités permettent aussi le développement cognitif et affectif des enfants en situation de handicap mental. Cela leur permet de mieux interagir avec les autres enfants et dans leur milieu social. Vous vous rendrez compte que ceux qui sont au niveau 2 sont des enfants qui sont capables de pouvoir faire la lecture. Ils sont autonomes à tous les niveaux, au niveau relationnel, au niveau comportemental aussi. Même si ce n'est pas approprié, ça commence à prendre beaucoup plus forme au niveau du comportement approprié. Et au-delà de ça aussi, il y a des activités qu'on mène au niveau des familles. On fait la visite à domicile pour pouvoir permettre de voir comment l'enfant s'adapte à la maison, quel est le degré d'implication des parents à la maison. Et on fait aussi des formations au niveau des parents, parce qu'on dit que les parents sont les co-thérapeutes des psychologues. Ils doivent aussi s'impliquer, savoir quelle stratégie éducative il faut mettre en place pour l'enfant à la maison. L'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance rencontre des difficultés qui ne leur permettent pas d'atteindre les objectifs visés. Il s'agit notamment du manque de moyens financiers, de l'insuffisance de matériel ainsi que de leur cadre restreint. Fin de cette édition, je vous donne rendez-vous demain à 13h. Excellente suite d'après-midi.